procureur a requis 4 ans d'emprisonnement contre Jack Père, 5 ans contre son fils Pape Massata et une amende de 327 500 000 francs pour chacun. Selon maître Simon Ndiaye, avocat de Lamine Diack, le droit a été relégué au rang d'accessoire dans ce procès. On vous explique tout dans un instant. Coupure d'eau aux parcelles assainies, la souffrance des usagers perdure. Au fin de soulager la population, le maire annonce des surpresseurs d'eau dans les quartiers les plus impactés. Au stress du manque d'eau s'ajoute la flambée de la Covid-19. 3 décès et 122 Covid+ sont enregistrés aujourd'hui au Sénégal. Un accroissement des contaminations qui s'explique par le relâchement des Sénégalais selon un épidémiologiste interrogé. Nous ferons le point. Et puis cette alerte à Matam, la banque de sang est presque vide. Les autorités médicales lancent un SOS, reportage à suivre. Le président Lamine Diack échappera-t-il à la prison? Le procureur a requis 4 ans d'emprisonnement pour Jack Père et 5 ans contre son fils Massata, assorti d'un mandat d'arrêt. Voyons tout cela avec Chersi Doussila à Paris. Au terme d'un réquisitoire fleuve, le procureur a requis 4 ans d'emprisonnement contre Lamine Diack, assorti d'une interdiction d'exercer des activités sportives et 500 000 € d'amende. Quant à Massata Diack, le parquet a requis à son encontre 5 ans d'emprisonnement, assorti d'un mandat d'arrêt international, une amende de 500 000 € et une interdiction d'exercer toute activité liée au sport. Le parquet a aussi requis 3 ans d'emprisonnement, dont 18 mois assortis d'un sursis et 100 000 € d'amende à l'encontre de Habib Cissé, ancien avocat de l'I2AF. Pour Gabriel Dolé, ancien moucher antidopage de la Fédération internationale d'athlétisme, le parquet a requis à son encontre 2 ans d'emprisonnement assorti d'1 an de sursis. Le parquet demande que l'amende qui lui sera infligée ne soit pas inférieure à 160 000 €. Valentin Balaknichev n'a pas répondu à la convocation de la justice. À son encontre, le procureur demande 4 ans d'emprisonnement assorti de mandat d'arrêt. Il a aussi requis 2 ans d'emprisonnement assorti d'un mandat d'arrêt international et 100 000 € d'amende pour Melnikov. Demain, c'est au tour de la défense de plaider. Et le droit a été relégué au rang d'accessoire selon maître Simon Ndiaye. Après le réquisitoire du parquet national financier de Paris contre Diack, l'avocat de Lamine Diack parle de légèreté de preuve. Nous l'écoutons avec Chersi Doussila. Je dirais aussi qu'on a noté la légèreté des preuves. On a beaucoup parlé de valeurs, on a beaucoup parlé d'éthique, mais très peu de droit. Or, nous sommes devant un tribunal. Le tribunal, son rôle, c'est de voir s'il y a des faits qui sont précis et si ces faits-là permettent de dire que les infractions qui sont reprochées sont constituées. Demain, nous démontrerons que aucune des infractions reprochées à Lamine Diack n'est constituée. Alors, on ne voudrait pas que ce procès serve, comme le disait le parquet, d'exemple. Lamine Diack n'est pas un cobaye. L'œuvre de Lamine Diack est connue. Et il est injuste de dire que ce procès pourrait offrir des pistes, je reprends les propos du parquet, des pistes en matière de régulation de sport au niveau international. Ça ne doit pas être un procès pour l'exemple. Il faut que ce soit le procès d'un homme qui est jugé pour ce qu'il a fait. Maître Ndiaye, voilà. Oui, Maître Simon Ndiaye, le procureur vient de faire une réquisition. Et l'avocat de l'agence l'agence mondiale antidopage a lui aussi lourdement chargé l'ex-président de l'I2AF dans sa plaidoirie. Maître Emmanuel Daoud réclame 200 000 € d'amende à l'ancien président de l'I2AF pour le préjudice subi. Nous l'écoutons toujours avec Chersi Doussila. Ce qui justifie cette demande, c'est que les prévenus, et c'est le tribunal qui en décidera, ont porté un préjudice considérable à la lutte antidopage. On salue toutes les institutions qui luttent contre le dopage, et donc l'Agence mondiale antidopage ayant cette responsabilité au niveau international, ayant été taxée à tort de ne pas avoir fait son travail, je dis à tort, cela a été abondamment démontré au cours des débats, est en droit de demander la réparation de son préjudice moral. J'ajoute
et je viens de le plaider, que pour ce qui me concerne, je considère que ce procès est celui de la corruption, de la vénalité, de la cupidité, de l'âpreté au gain, et que l'ensemble des prévenus, y compris ceux qui sont absents, se sont comportés comme des pilleurs et se sont servis dans les caisses d'une fédération qui pour l'un la présidait et pour l'autre notamment la conseillait et l'assistait. Et voilà ce que nous pouvions dire sur cette affaire. Dans le chapitre judiciaire toujours, cher Yérim Seck, placé sous contrôle judiciaire, le journaliste est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles et outrage à agent dans l'exercice de ses fonctions. Mais cette affaire réalimente le débat sur la dépénalisation des délits de presse au Sénégal. Mambiram Diouf et Pape Sangoné Baye. Entre la brigade de recherche où il a été auditionné lundi et sa garde à vue à la gendarmerie Thionk et la police centrale, Cheikh Yérim Seck aura passé des heures loin des siens pour connaître le sort qui lui sera réservé. Accusé d'avoir divulgué des informations en contradiction avec le contenu d'un procès verbal d'enquête de l'affaire dite Bati Plus, son avocat se félicite de la décision du doyen des juges d'instruction et rappelle. Ma conviction profonde, c'est que les infractions ne sont pas constituées. Mais à ce niveau-là, c'est une conviction qui n'est pas partagée par le procureur de la République. Justement, l'enquête qui vient d'être ouverte et qui est en cours nous édifiera et permettra de trancher ce conflit de prétention relativement aux qualifications qui ont été données à ces faits-là qui sont poursuivis. Liberté d'opinion, liberté de presse, cette affaire prétexte également pour rappeler le débat sur ces questions. Les infractions dites délits de presse qui sont poursuivis se résument en substance en une seule problématique. Celle-là d'exiger du journaliste professionnel qui véhicule une information de livrer sa source ou de donner les preuves de son information, lesquelles peuvent être de nature à remonter cette source-là. Évidemment, le journaliste n'est pas tenu à une telle obligation et à chaque fois qu'il refuse de déférer à cette exigence, on en arrive à en tirer la conclusion de la constitution du délit de diffusion de fausses nouvelles. Revoir les dispositions du code pénal, du code de procédure pénale ainsi que la révision du code de la presse adoptée en juin 2017 et promulguée le mois suivant doivent se faire pour la dépénalisation des délits de presse, soutient Mamadou Ibrahim. Oui, le code de la presse mérite qu'il soit revisité concernant les sanctions pénales pour qu'il y ait une dépénalisation des délits de presse comme cela se passe dans le monde démocratique. Parce que c'est vraiment archaïque qu'on mette des journalistes en prison, qu'on emprisonne à tout bout de champ avec des gardes à vue de journalistes, alors qu'une procédure donc, judiciaire normale aurait permis en même temps de juger l'infraction ou bien le délit, sans pour autant que l'on ne mette une pression sur la presse et sur les journalistes. Cheikh Yérim Seck libre, échappant au placement sous mandat de dépôt requis par le procureur, les organisations de la presse ainsi que sa défense poursuivent le combat pour ne plus avoir à vivre ce genre de situation. Et cette affaire Mambiram est un mauvais présage pour le Sénégal dans le classement de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse. C'est la conviction du représentant de RSF au Sénégal et une situation déplorable selon Hassan Diaye. Reporters sans frontières est vivement préoccupé par cette situation. Mais en tout cas, elle nous donne l'occasion de poser encore une fois sur la table la nécessité de dépénaliser les délits de presse au Sénégal. Par dépénaliser les délits de presse, nous voulons juste dire la nécessité de trouver des peines alternatives à l'emprisonnement des journalistes. Nous ne dénions pas aux personnes qui se sentent diffamées leur droit d'ester en justice. Mais ce que nous demandons dans le cas actuel, c'est que le journaliste puisse comparaître libre. Ce qui est arrivé est d'autant plus regrettable que ça arrive au moment où le Sénégal vient d'intégrer le groupe restreint des pays où la situation de la liberté de la presse est jugée satisfaisante. Sur 7 pays, seuls 7 pays en Afrique sont concernés.
Donc, en tout cas, le danger, c'est qu'un placement en détention du journaliste peut entraîner un recul du classement du Sénégal, ce qui serait vraiment regrettable. Et puis cette information que nous venons de recevoir concernant l'école sénégalaise, après la réouverture avortée de l'école pour les classes d'examen le 2 juin, les cours vont donc reprendre le 25 juin pour les classes d'examen. Reprise des cours le 25 juin prochain. La décision est prise à l'issue du Conseil des ministres ce mercredi. Nous y reviendrons. Dans un tout autre registre, les Parcelles Assainies sont assoiffées. Nous en parlions la semaine dernière. Voilà des semaines que la distribution est complètement perturbée là-bas aux Parcelles. À l'angoisse de la peur de la contamination au SARS-CoV-2 s'ajoute désormais le stress du manque d'eau. Regardez ce reportage de Fatima Touré et Amadouba. 15 jours à la quête du liquide précieux, le calvaire continue pour les populations des Parcelles Assainies. À l'unité 21, les bouteilles, barils et autres campent le décor au quotidien. Chacun se débrouille pour trouver de l'eau dans ce contexte de pandémie, combiné à la chaleur. Si vous ne vous levez pas à 2 h du matin, vous n'aurez pas d'eau. Nous nous levons à 7 h du matin chaque jour pour chercher le liquide précieux. Ce n'est pas sûr parce qu'il y a des agresseurs dans le coin. L'autre jour, une dame a même été leur victime. Nous allons jusqu'aux unités 24 et 25 pour avoir de l'eau, même pour boire. Nous sommes fatigués, les Parcelles Assainies aussi. Face à ce manque d'eau qui perdure dans la zone, les motopompes, une alternative pour certains. Toutefois, la qualité et l'hygiène posent problème. La situation est devenue catastrophique. Les gens sont en train de boire l'eau des motopompes. Les gens sont en train de cuisiner avec l'eau des motopompes. À ce moment, tout le monde, je dis grand et petit, ont des maladies. Pour ces populations, la source de leur souffrance n'est rien d'autre que Sen'Eau. Moi, je demande tout simplement qu'on résile ce contrat. Qu'on le résile. Parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ils n'ont fait aucune investissement. Je me demande où est même l'argent que Sen'Eau a payé pour qu'on investisse sur l'eau. Où est passé cet argent? Malgré le départ de la SDE au profit de Sen'Eau, installée depuis le 1er janvier 2020, les perturbations dans la distribution de l'eau persistent. Situation que continuent de déplorer les populations qui demandent une solution définitive. Fatima, préoccupation familière aux Sénégalais, surtout en cette période de chaleur. Et selon le maire des Parcelles Assainies, des suppresseurs d'eau seront bientôt installés dans les quartiers les plus impactés par ces perturbations. 72 heures quand même, la situation est devenue un peu plus difficile. Mais le week-end passé et les jours précédents, il y avait beaucoup de citernes. Entre 7, 10, 9, les zones que je maîtrise très bien au jour le jour avec mes équipes qui font le tour. Malgré le Covid-19, nous avons jusqu'à 20, 26, nous avons des zones où c'est très difficile. Maintenant, j'ai autorisé Sen'Eau sur leur demande et la SONES, la Société nationale des eaux, à vraiment mettre en place des suppresseurs dans 3 quartiers importants. Unité 7, unité 10, unité 12, donc 17. Ils vont mettre des suppresseurs qui vont vraiment renforcer et donner plus de capacité d'eau. Donc je pense que ça va aller vite. Par rapport à ces travaux-là, j'ai déjà autorisé aussi au niveau des écoles qu'on va faire ces suppresseurs-là, parce qu'il y a plus de sécurité. Ensuite, nous pensons qu'il y a un investissement important de l'État qui est en cours en termes de forage dans la région de Thiès, entre Tasset, vers Mboro, Noto, etc. Donc il y a des investissements importants. Donc nous pensons que si tous ces forages-là sont mis en marche, nous aurons bientôt derrière nous le problème de l'eau. De l'eau, c'est ce que réclame Djinak Bara dans la commune de Toubacouta. Près de 2 mois maintenant sans une seule goutte. La situation devient insoutenable selon les populations. Aminata Goudjabi et Abdou Karim Bey. Leur galère dure depuis plusieurs semaines maintenant. Pas d'eau dans ce village insulaire de Djinak Bara et ses environs. Les habitants ont organisé un sit-in pour exprimer leur ras-le-bol. Ça date depuis le 29 avril 2020. Depuis ce jour-là, on n'a pas d'eau dans ce village en fait. Djinak Bara, Djinak Djatako, Bakadaji, Manserenko et Missira. On est là depuis 2 mois sans eau, vraiment c'est des difficultés. Dans le village, on a des robinets au niveau des maisons. Ouais. On a fait des démarches, ils nous disent ceci, il y a des problèmes, mais on ne les voit pas.
enfants, on ne croit pas à ça. Et ce sont les populations des îles non concernées par ce manque d'eau qui leur apportent secours. À défaut, les jeunes de Djinak Bara vont jusqu'en territoire gambien pour chercher de l'eau. Nous, on a fait le trajet ensemble. C'est du village de Bakindiki. Oui, c'est le bon voisinage, mais sinon ils peuvent réviser. Il y a aussi les villages environnants de Bitenti et Bosenkan qui viennent en aide. Cette pénurie d'eau a aussi affecté l'agriculture dans ce village. Les femmes ne pratiquent plus le maraîchage, faute d'eau pour l'arrosage. Il y a un périmètre maraîcher de 3 hectares. Les femmes aussi s'activent dans le maraîchage. Vous avez vu les puits qui sont là-bas. Bon, les gens ont besoin d'eau. Elles ne peuvent pas utiliser ces puits-là pour arroser parce que la vie des populations prime. À Djinak Bara, presque tous les puits sont à sec. Conséquence, pour avoir de l'eau, les femmes font de longues distances. L'office des forages ruraux qui alimente une bonne partie des villages de l'arrondissement de Toubacouta reconnaît ce dysfonctionnement. Il est causé par un problème technique au niveau des forages de Simon Diène. Mais Niamé Diop, directeur du contrôle de l'exploitation de l'eau fort, rassure qu'une entreprise sera bientôt recrutée pour régler ce problème de façon définitive. Merci Aminata. Et pour soulager les populations qui vivent ce manque d'eau à Dakar, le maire des Parcelles en parlait tout à l'heure. 2 forages sont réalisés à Thiès et Pout, des solutions provisoires qui vont renforcer la distribution et la production de Dakar. Cheikh Anta Diop, c'est la tire. 5 nouveaux forages réalisés entre Pout et Thiès seront mis en service dans quelques jours. Ces forages vont renforcer et améliorer l'alimentation en eau de Dakar et Thiès en cette période de coupure et de pénurie d'eau. C'est pour dire à quel point ces forages constituent une solution provisoire. C'est également l'amélioration de l'alimentation dans les quartiers en hauteur, comme Fadia, comme les Parcelles Assainies, comme Yen et tant d'autres. La reconfiguration du réseau, la mise en place de suppresseurs, toutes ces mesures mises en branle. Nous avons défini un programme de travaux d'urgence à travers plusieurs opérations, à savoir de la régénération de forages pour pouvoir délivrer plus de débit, de l'équipement de nouveaux forages, des travaux de surpresseurs un peu partout sur Dakar pour pouvoir amener l'eau jusqu'à certains réseaux qui en manquent, des travaux de régulation de pression. Tous ces travaux ont pour volonté de pouvoir apporter beaucoup plus d'eau. Toutes les productions fonctionnent comme elles n'ont jamais fonctionné, c'est-à-dire au maximum. Nous avons toutes les usines, tous les forages qui fonctionnent avec 0 panne. Le représentant des associations des consommateurs se dit satisfait et exhorte Sen'Eau et SONES à respecter les délais. On entend bien, j'ai bien compris aussi, il y a des forages qui vont être mis en service à partir du 2 juillet. On doit normalement ressentir l'amélioration au niveau des consommateurs. Avec la mise en service de ces forages, la lancinante question du liquide précieux qui traumatise les populations de Dakar ne sera qu'un mauvais souvenir. Des travaux d'urgence en attendant la réalisation complète de KMS 3. Mais d'ici là, les habitants de la capitale sont privés d'eau. Des milliers de Sénégalais se retrouvent quotidiennement privés du liquide précieux toute la journée, obligés d'attendre la nuit ou trouver toutes sortes de subterfuges pour obtenir quelques litres d'eau. Après la SDE, la Sen'Eau a pris le relais, mais la galère des usagers persiste. La chronique est signée Ibou Diouf. Ces images ont fait le tour de la toile des consommateurs désœuvrés à la quête du liquide précieux. Un spectacle qui a fini de s'installer dans notre quotidien. En sus des tâches ménagères, chercher de l'eau devient un rituel, surtout à Dakar. Depuis plusieurs semaines, des quartiers de la capitale sont privés d'eau, du moins pendant la journée. L'autre mal qui s'ajoute à la soif des consommateurs reste la note salée, clairement mentionnée sur la facture, des griffes portant mention à payer. Mais avec la pandémie du coronavirus, beaucoup de ménages vont profiter des largesses de l'État. Pas de facture ce mois. Finalement, les populations paient cher avec la pénurie. Il faut solliciter les services des charretiers à défaut de la présence des camions-citernes pour remplir ces bassines. L'eau, ce besoin à la fois primaire et vital qui se négocie de plus en plus à la sueur du front. Mais pourquoi cette énième pénurie qui vient rallonger la liste des problèmes sociaux et économiques qui gangrènent le bien-être des populations et pourtant les autorités ont changé d'équipe et de capitaine. Sauf que le problème reste entier. Après la SDE, son bilan et les souvenirs, la pénurie d'eau est toujours d'actualité à Dakar. Depuis le 1er janvier 2020, Suez Group a mis son expérience internationale au service du Sénégal. Sen'Eau, une filiale qui sonne plus locale, voit le jour.
une manière d'être plus proche des consommateurs, mais en quelques mois, les vieilles pratiques reviennent au galop. Dakar manque à nouveau du liquide précieux. Du côté de Sen'Eau, on évoque les intempéries du week-end et que 1200 collaborateurs sont à pied d'œuvre pour rétablir les réseaux. Ce qui se passe dans la capitale est loin d'être flatteur. Comme celui en plein désert à la recherche d'un point de chute, à l'image de l'oasis qui, au-delà de son périmètre, est entouré à la fois de zones secs et sèches. Les plaintes et complaintes liées à l'eau, sa gouvernance comme une musique et trop de fausses notes. La SDA à l'époque et aujourd'hui, Sen'Eau comme des artistes qui se relaient sur scène, les mêmes sonorités qui coulent et saoulent finalement le public, pour ne pas dire les consommateurs, à la gestion de trouver la racine du mal pour une fin du calvaire, en attendant les 47 000 mètres cubes annoncés pour la distribution de l'eau, cette fois plus correcte. À vos bassines et chapeau bas aux charretiers. Merci Ebou. Et puis venons-en à cet autre phénomène désastreux qui se déroule dans le sud, précisément à la frontière sénégalo-gambienne, le trafic de bois, le massacre continue dans les forêts sénégalaises. Des jeunes volontaires ont saisi plusieurs troncs d'arbres à Diapacounda. Voyons tout cela avec Bakary Konté et Khaled Diamé. La coupe abusive de bois gagne du terrain à la frontière sénégalo-gambienne. L'association départementale pour la protection de l'environnement et de la forêt a saisi plusieurs troncs d'arbres à Ndiamakuta. Je ne peux que remarquer le désastre. Là, on est en train de massacrer notre forêt. Ici, nous sommes à la frontière gambienne, mais j'avoue que presque rien ne reste. Toute la forêt est détruite. Voilà les troncs d'arbres qui sont là. Beaucoup de menuisiers migrent maintenant dans la zone là parce qu'il y a vraiment la matière première, le bois. Et il n'y a qu'un seul agent qui ne peut pas contrôler même la commune de Ndiamakuta, surtout quand on parle de toute une sur 15 ou 20 km. Il ne peut pas. Donc la forêt est totalement détruite. Nous lançons un cri, nous lançons un appel au président de la République de nous venir en aide. Sinon, c'est la catastrophe ici dans la frontière sénégalo-gambienne. La situation est devenue très sérieuse dans cette partie du département de Bounkiling appelée le Kabada. Les grands troncs d'arbres sont tous partis. Si les arbres pouvaient crier, ils allaient crier. Parce que c'est trop, c'est trop. Tu ne peux plus trouver un arbre de 10 diamètres. Tous ont été massacrés et transportés dans d'autres pays. Donc il est temps d'arrêter cela. Nous lançons un appel. Par quelle solution, je ne sais pas. Pourquoi pas des caméras de surveillance? Pourquoi pas même des drones pour surveiller la forêt casamançaise? Et pour cela, j'appelle Ali Haïdar, qui est vraiment un symbole de la protection de l'environnement, de nous venir en aide. Ces trafiquants sont souvent armés jusqu'aux dents. Ces jeunes volontaires risquent leur vie. Ils sont armés, ils risquent leur vie. Ils risquent leur vie. D'autant plus que tous ces troncs d'arbres que vous venez, ils les ont ramassés à 4 h du matin, à 1 h du matin, sans rien. On ne leur paye même pas. Des fois c'est à pied d'âne, des fois c'est par leurs propres chevaux. Le Kabada partage une frontière commune de plus de 80 km avec la Gambie, une frontière peureuse. Ces populations réclament l'installation d'une brigade spéciale à Ndiamakuta pour traquer le coupeur de bois. Merci Bakary. La zone du Lac Rose n'échappe pas à la polémique foncière. Selon l'association des jeunes de Niag, des sociétés immobilières se sont accaparées des terres à Lac Rose. Ces jeunes qui s'érigent désormais en bouclier. Fadbountou Kanté et Tierno Laurent Mendy. Nous sommes ici sur les dunes du Lac Rose, plus exactement sur la bande du littoral. Dans cette zone, le foncier subit un bradage sans précédent. Un peu plus de 10 ans qu'on a commencé à avoir ces envahissements des gens qui viennent chercher des terrains partout. Depuis que le président de la République a déclaré le Lac Rose, il a pris 7000 hectares pour faire le pôle urbain du Lac Rose. Alors depuis ce temps-là, tout le monde vient s'accaparer des terrains à gauche, à droite. Même si vous allez dans les réseaux sociaux, tout le monde parle de terrain, je vends un terrain au Lac Rose, je vends un terrain au Lac Rose. Or que le Lac Rose maintenant s'est démorcelé, s'est défiguré à cause de ces constructions-là, à gauche, à droite. Alors tout à l'heure, on a vu des murs, des clôtures, les gens en train de clôturer le Lac Rose complètement. Chacun veut faire les pieds dans l'eau, et à la fin la population n'a même pas l'accès au Lac Rose. On ne voit plus le lac. Réunis autour d'un collectif, les jeunes de Niag dénoncent l'octroi de 40 hectares à une agence immobilière de la place qui, avec son projet, selon eux, va détruire l'environnement.
du Lac-Rose. On a eu la Socabek, la société Socabek, qui vient de nous dire qu'il a 7000 hectares qu'il a déjà borné. Alors c'est ça qui nous a vraiment monté la pression pour dire que maintenant il stoppe parce que ça va être trop. 40 hectares de le prendre sur ce site. Là où ça fait partie de la protection du Lac-Rose parce que nous sommes sur le dune et c'est le dune entre la bande de Filao et le Lac-Rose. Cela veut dire que si il fait prendre ces 40 hectares là, soit disant qu'il va faire un projet touristique, mais ça ne colle pas avec la vie du Lac-Rose, ça ne colle pas avec même le point de vue touristique. De ce fait, ces jeunes ne comptent pas laisser ce projet prendre forme dans leur localité. Ils vont de ce pas entreprendre un combat pour stopper la spoliation foncière au niveau du Lac-Rose. On ne peut pas voir ici Socabek poser un bulldozer ou bien quelque soit des choses pour faire des terrassements. On a averti les autorités, donc on a fait monter des pétitions que toutes les populations sont en train de signer pour remettre ça au préfet et au sous-préfet pour lui montrer le désaccord des populations contre ce projet-là. Le foncier est un véritable problème au Sénégal et depuis quelque temps, les populations se sont levées. Un terme à cette spoliation foncière sur le littoral. Merci Fat Bintou. Et puis zoom sur la commune de Ndioum dans le département de Malem-Hodar. La localité alerte sur l'enclavement des 26 villages, un phénomène qui s'aggrave à chaque hivernage. Voyons tout cela avec Omar Diaye et Boubacar Falbop. La commune de Ndioum-Guent dans le département de Malem-Hodar et qui polarise une population de 10 400 habitants ne dispose que d'un seul poste de santé. C'est la seule commune dans le département de Malem-Hodar où il n'y a qu'un seul poste de santé avec une population de 10 400 habitants avec 26 villages à couvrir. À cela s'ajoute la vétusté de la route, impraticable d'ailleurs en cette période d'hivernage. Nous avons reçu les premières pluies au niveau du département de Malem-Hodar. Mais vous voyez, ce sont les difficultés maintenant qui arrivent. C'est-à-dire actuellement, le mode de transport maintenant, c'est limité maintenant à Kaffrine, parce que les véhicules ne peuvent plus maintenant accéder dans le département de Malem-Hodar. Dans toute la collectivité de Ndioum-Guent, on n'y voit aucune piste de production. Dans tout le département de Malem-Hodar, si on cite par exemple la commune de Diankesouf, le chef-lieu même de la commune n'est pas électrifié. Nous avons 193 villages. Préoccupé par cette vieille doléance, le maire de la localité en appelle au soutien du chef de l'État. L'état de Sédou constitue notre principale doléance. D'ailleurs, dans tout le département de Malem-Hodar, il n'y a pas un mètre de goudron. Nous le réclamons auprès du président de la République, comme il l'a fait au Fouta et ailleurs dans le Sénégal, qu'il le fasse aussi pour Malem. Les appels ont été lancés en marge d'un don de 58 tonnes de riz et du sucre pour 580 ménages octroyés par la mairie. Et venons-en, Omar, justement à la situation épidémiologique du jour. 3 morts, 122 Covid+, et 16 cas graves en traitement dans les services de réanimation. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le virus n'est pas encore contrôlé au Sénégal. Une situation qui s'explique par le relâchement des populations selon l'épidémiologiste Massamba Diouf. Depuis un certain temps, on tourne autour d'une centaine de cas par jour. À partir de cet instant, ce qu'on peut considérer, c'est que le Sénégal est aujourd'hui sur un plateau dans l'évolution de l'épidémie ici. Et donc, il faudra attendre encore du temps pour pouvoir observer une décroissance de la courbe pour pouvoir se prononcer de manière précise et de manière claire par rapport à l'évolution de l'épidémie, par rapport à l'atteinte du pic. On peut considérer que c'est plusieurs facteurs qui entrent en jeu en même temps. On sait que les moyens ne peuvent pas suffire comme on s'y attend. Et on sait aussi que les populations n'observent pas à autant ou bien avec précision ce qu'on leur demande de faire. Les gestes barrières, ce matin j'ai appris qu'à travers la presse que beaucoup de citoyens aujourd'hui observent un certain relâchement dans l'observance même des gestes barrières. Cela veut dire que quelque part, même si les moyens semblent insuffisants, les populations aussi ont intérêt à respecter, à observer scrupuleusement les gestes barrières qu'on leur demande d'observer. Et puis le groupe GFM a reçu un important lot sanitaire de la fondation Youssou N'Dour. Un geste salutaire selon la direction du groupe, une belle contribution considérable dans la lutte contre le coronavirus. Pape Faragning et Youssou Baro. La fondation Youssou N'Dour encore fait parler d'elle après une contribution de plus de 10 millions au ministère de la Santé
l'octroi de 1000 bourses pour les nécessités à l'approche de la Korité. La Fondation a apporté sa contribution au groupe Futurs Médias pour lutter contre la Covid-19. Donc c'est une continuité des différentes actions que nous avons menées pour cette lutte contre le Covid-19. Donc nous mettons également en place aujourd'hui, nous avons engagé un agent santé et hygiène. Tous ces produits composés d'alcool, du matériel désinfectant, des visières ont été fabriqués par des entreprises sénégalaises. Pour utiliser nos produits qu'on a créés durant cette pandémie, donc ce sont des désinfectants multisurfaces qu'on peut appliquer sur toutes les surfaces mais aussi sur les mains, qui sont virucides, donc qui permettent de lutter instantanément contre ce virus. On a réussi à créer un produit naturel pour lutter contre le Covid-19, c'est-à-dire les effets créés par l'utilisation excessive de l'alcool. Nous, on l'a contré en mettant d'autres intrants pour protéger la peau, mais aussi pour gérer les surfaces, l'ambiance, l'odorat et tout. Donc c'est un produit assez correct. Désormais, un agent sanitaire veille sur l'hygiène du personnel de GFM. Les sociétés doivent initier pour essayer de mettre l'hygiène au niveau de leur société. Avec tout le matériel qui est sur place, on va faire tout pour dan corona bi nek ci dëkk bi. Plus qu'heureux de ce geste noble de la Fondation Youssou Ndour, le directeur général de GFM invite le personnel au respect des mesures barrières. Cet acte noble que je salue et que je mesure surtout à sa juste valeur. Et c'est toujours dans la même veine qu'aujourd'hui nous recevons ce lot de matériel très important qui vient soulager la direction du groupe Futurs Médias. Comme vous le savez, c'est un grand groupe et malgré toutes les mesures qui ont été prises pour faire du télétravail, parce qu'aujourd'hui 80% du personnel est resté chez eux, nous restons quand même une centaine de personnes à faire tourner l'activité. Donc nous avons constamment besoin de protéger les intérêts matériels et moraux de nos agents. Désormais, ce lave-mains automatique sera installé devant toutes les entités du groupe Futurs Médias pour protéger tout le personnel. Les acteurs du tourisme se mobilisent pour la relance du secteur. L'écosystème Assali a dévoilé un plan de relance, un plan qui a comme socle les nouvelles règles sanitaires. Abdourahmane Diouf et Mamadou Gueye. C'est un véritable cri d'alerte et de SOS des techniciens au seul et unique laboratoire de la région. Principal fournisseur des 2 hôpitaux et de toutes les autres structures sanitaires de la région de Matam et même du département de Bakel, il n'y a plus de sang malheureusement à la banque. C'était plutôt Ali Mandanian qui nous parlait plutôt de la crise de la banque de sang à Matam. Nous y reviendrons. Mais je vous le disais, les acteurs du tourisme se mobilisent pour la relance du secteur. L'écosystème à Sali a dévoilé un plan de relance, un plan qui a comme socle les nouvelles règles sanitaires. Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Après l'assouplissement de certaines mesures par les autorités, les acteurs du tourisme de la commune de Sali veulent mettre une stratégie pour relancer le tourisme. Nous avons élaboré un plan d'action. Sur lequel plan d'action, il y aura, donc, comme elle l'a si bien dit, l'entretien et le nettoiement de l'ensemble de la station touristique et des plages. Donc nous avons aussi pris comme disposition par rapport aux Jakartaman de pouvoir les répertorier, les identifier et puis même à ce qu'on les mette des macarons d'identification, de la même manière que les chauffeurs de taxi, les fous même qui errent dans la station. Donc on a pris en compte toutes ces préoccupations, de la même manière que les voleurs à la sauvette. La SAPCO compte accompagner ses acteurs dans cette dynamique de relancer les activités touristiques. On souhaiterait vraiment que nos touristes reviennent en toute confiance, comme j'ai dit, et qu'on puisse réouvrir la station de Sali, qui reste la première station de l'Afrique de l'Ouest et qui ne peut pas être laissé en rade comme ça. Il faut rappeler que la saison touristique 2019-2020 a été plombée par la Covid-19. L'ouverture de la saison prochaine est prévue au mois d'octobre. Merci Abdourahmane. Et puis je vous rappelle l'information, après le faux départ du 2 juin, l'école va reprendre au Sénégal le 25 juin prochain et toujours ce sera les classes d'examen. À Matam, la banque de sang est presque vide selon les techniciens. Seules quelques poches de sang sont encore disponibles au laboratoire du centre hospitalier régional de Ourossegui. Les autorités médicales sonnent le tocsin. Ali Bandeliank.
C'est un véritable cri d'alerte et de SOS des techniciens au seul et unique laboratoire de la région. Principal fournisseur des 2 hôpitaux et de toutes les autres structures sanitaires de la région de Matam et même du département de Bakel, il n'y a plus de sang malheureusement à la banque de Ourossogui. Nous sommes obligés de faire recours aux parents, c'est le don en faveur. Et ce don en faveur-là ne permet pas de sauvegarder la dignité du donneur, la dignité de celui qui reçoit le sang. Parce que le sang, on aurait aimé que ce soit des dons bénévoles et anonymes. Donc on a vu que quand il y a eu le Covid, déjà au mois de janvier, on était à 200 et quelques. Au mois de février, 277. Mais au mois de mars, c'est une baisse drastique. 108 pour fréquentation. Et là, ce n'est pas l'idéal. On a commencé à développer les stratégies de faire appel aux parents. Comme d'habitude, s'il n'y a pas de sang, on fait appel aux parents. Les parents viennent et on a essayé aussi d'appeler les donneurs avec les groupes WhatsApp, d'utiliser les réseaux sociaux. Face à une telle situation, les autorités du centre hospitalier régional de Ourossogui invitent les populations à réagir le plus vite possible. Pour lancer un appel à tous les ressortissants de la région de Matam et environ, pour leur demander de venir massivement donner du sang au niveau de l'hôpital régional de Ourossogui. Non seulement la demande est très forte parce que les malades ont plus ou moins commencé à fréquenter, mais au niveau de l'offre, il y a problème parce qu'on n'a pas beaucoup de donneurs de sang. Et nous voulons vraiment que les gens reprennent le don comme ils avaient l'habitude de le faire auparavant. C'est le centre de référence de la transfusion sanguine. Toutes les structures de la place, l'hôpital de Matam, les centres de santé de Kilogne, tous les centres de santé viennent se ravitailler ici. La banque de sang régionale fait office ici au niveau de l'hôpital de Ourossogui. Donc s'il n'y a pas de sang ici à l'hôpital de Ourossogui, il n'y aura pas de sang au niveau de la région. À la seule banque de sang de la région de Matam, les quelques poches disponibles viennent d'être collectées par les responsables du PASTEF de Ousmane Sonko. Merci Ali. Et puis un rapide mot de sport. La CAF a dévoilé les pays hôtes des finales de la Ligue des Champions et de la Coupe CAF. En Europe, la première ligue britannique a déjà commencé. Le Round-up sport avec Chersadi Boudjara. La CAF et l'UEFA fixent les dates de la suite de leur compétition de cette saison. En Afrique, Samson Adoumou, le directeur de la commission des compétitions, annonce les demi-finales de la Ligue des Champions de la Coupe CAF en septembre prochain. Aucune décision n'est prise cependant quant à la présence ou non des spectateurs sur les gradins. La finale de la Ligue des Champions se jouera au Cameroun, celle de la Coupe CAF au Maroc. En Europe, l'instance continentale du football a officialisé l'option d'un tournoi inédit à 8 équipes pour terminer la Ligue des Champions. Ce sera du 12 au 23 août prochain à Lisbonne au Portugal. Les 8 clubs participants vont être connus à l'issue de la suite des huitièmes de finale retour prévus les 7 et 8 août dans les stades à déterminer lors du tirage au sort du tournoi final. L'Europa League va également se conclure par un tournoi du même genre du 10 au 21 août dans 4 stades en Allemagne. En fonction de l'évolution de la crise sanitaire, l'UEFA va rendre ultérieurement sa décision sur l'absence ou non du public aux 26 matchs européens en 19 jours. En attendant, la Premier League anglaise reprend à huis clos ce 17 juin, après 3 mois de pause liée à la pandémie de Covid-19. Leader avec 25 points d'écart à 9 journées de la fin, Liverpool est à la recherche de seulement 2 points pour le sac. Derrière, du deuxième Manchester City qui reçoit actuellement Arsenal, jusqu'au dernier au classement, tout reste à jouer. Le titre de champion est décerné en Allemagne. À 2 journées de la fin de la Bundesliga, le Bayern de Munich a remporté le titre grâce au 31e but de la saison de Lewandowski. C'est le 30e sacre pour les Bavarois, le 8e d'affilée. Merci cher, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'Info. Aram Touré, vous recevez ce soir Célie Gassama. Merci bien, cher